La rétine. Alors, petit schéma de la rétine avec le nerf optique qui relie l'œil au cerveau. Alors, il y en a qui disent que si le cerveau est devenu si gros, c'est parce qu'en fait il est une extension du nerf optique. C'est une théorie. C'est assez intéressant. Le cerveau se serait développé pour traiter les informations qui venaient de l'œil, principalement. Bah oui, c'est vrai que l'homme est un animal visuel, c'est connu, hein. La vue est c'est le sens le plus développé chez l'homme. Mais d'autres animaux ont un petit cerveau avec une meilleure vision en fait. Hum, Meilleure vision, oui, tu parles de la crevette Oui, en fait, dont on a parlé. ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est une théorie. En tout cas, il faut savoir que le nerf optique est vraiment une extension du cerveau. C'est directement relié au cerveau. C'est une extension du cerveau. Et c'est vrai que la, la transition entre le nerf optique et le cerveau n'est pas bien définie. C'est une extension du cerveau. Ouais. Bon, voilà. Ça, c'est le genre de choses que vous avez déjà certainement vu donc dans les cours de biologie. Vous avez la rétine, avec la zone la plus sensible de la rétine, la macula. Alors ici, c'est une représentation schématique des différentes couches de la rétine. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas que des cellules qui sont spécialisées dans la détection des couleurs, en fait, hein. Il y a également des cellules qui sont spécialisées dans la détection des contours. Donc, il y a différentes couches sur la rétine. Ici, c'est une vue à travers un ophtalmoscope où on voit la fovea, donc la macula, la zone la plus sensible, là où il y a le plus de cônes qui sont regroupés. Euh, Vous avez le raccord du nerf optique sur la rétine, qui est en fait le point aveugle, hein, puisqu'il n'y a pas de récepteur à cet endroit-là. On a dans notre vision, il y a un point aveugle. Ok, ça c'est juste une schématisation d'un ophtalmoscope. Ok, là c'est une illusion d'optique, les bandes de Mach. Les bandes de Mach, donc le scientifique qui s'appelait Mach, qui a donné son nom aussi à la vitesse, la mesure de la vitesse du son. Bon, il s'est intéressé à autre chose. Et alors, donc, dans cette illusion d'optique, vous avez à cet endroit-ci une bande blanchâtre qui apparaît, qui paraît être plus blanche que cette zone-ci. Je ne sais pas si ça vous parle, ça, si vous voyez qu'il y a une bande qui paraît plus blanche ici, une ligne verticale qui paraît plus blanche que la zone blanche d'ici. Et ici, vous devriez voir une bande qui paraît plus sombre que la zone noire d'ici. Eh bien, en fait, c'est une illusion d'optique parce que le sombre, le plus sombre possible dans cette diapositive, il est là. Le blanc, le plus blanc possible, il est là. Donc, c'est votre œil, les couches profondes de la rétine, qui sont spécialisées dans la détection des contours, qui vous donnent cette illusion, en fait. Donc, ça, c'est intéressant à constater. Vous avez le même phénomène ici dans ce test qui est assez connu en fait, hein, où vous avez des points, des carrés bizarres qui apparaissent au croisement là entre les carrés noirs. Devriez avoir des carrés qui clignotent à cet endroit-là. Ça vous parle? Bon, ben c'est toujours la même chose, la détection des contours de la rétine. Donc la rétine ne sert pas qu'à voir les couleurs, il y a aussi les contours. Bon, ça c'est des bâtonnets et des cônes photographiés et des bâtonnets. On vous explique ici l'axe optique et l'axe visuel. Vous avez à cet endroit-ci la partie la plus sensible de la rétine. Et c'est là qu'on remarque que l'œil n'est pas parfait. Parce que si l'œil était parfait, la partie la plus sensible se situerait dans le prolongement de l'axe optique.
là où la lumière attaque perpendiculairement la lentille, le cristallin. Eh bien, ce n'est pas le cas. L'axe visuel et l'axe optique ne correspondent pas. Ici, c'est un schéma de la sensibilité de la rétine. C'est un peu comme si on avait pris la rétine et on l'a déployée sur une ligne horizontale ici. Donc plutôt que d'avoir une sphère à l'intérieur d'une sphère, on a une ligne horizontale. Vous avez ici l'endroit du point aveugle, là où le nerf optique se raccorde. Vous avez les cônes, comme ici le schéma vous le dit, en bleu sur le schéma, ici ce sont les cônes. C'est l'endroit de la fovea, en fait, hein, l'endroit le plus sensible de la rétine, qui n'est constitué que de cônes. Et la périphérie de la rétine, vous avez des bâtonnets. C'est assez schématisé, mais en gros, c'est quand même bien ça. Hein. Vous avez un endroit où il n'y a pas de vision du tout, l'endroit où il y a le nerf optique qui se raccorde à la rétine. Vous avez un endroit où il y a une vision très très bonne, c'est l'endroit de la fovea, la macula, donc là où il y a beaucoup de cônes. Et vous avez sur le reste des bâtonnets qui vont être surtout utilisés en vision nocturne en fait. Parce que en vision diurne, en lumière du jour, les bâtonnets, ils sont inondés de lumière et ils ne servent pas, ils n'arrivent pas à voir la lumière, à avoir le détail. Ici, c'est un petit test que vous pourrez faire si vous voulez, où il s'agit en fait de fixer de fixer le point jaune en fait, oui, si je me souviens bien de l'exercice. Fixer le point jaune et s'éloigner, se rapprocher de l'écran, et alors il y a certains chiffres qui disparaissent. Oui, mais il faut être vraiment en face de son écran. La projection, là, ça ne va pas marcher parce que si vous bougez, il faudrait bouger de plusieurs mètres pour que ça marche. C'est pour démontrer que le point aveugle existe, en fait. Hein. Oui, c'est ça, en fait. Hein. C'est plutôt l'inverse de ce que j'ai expliqué, en fait. Il faut fermer un des yeux, oui. Regarder le chiffre 3 et se demander si on arrive à voir le point jaune dans la vision périphérique. Et puis il faut s'approcher lentement, toujours en regardant le chiffre 3, et à un certain moment le point jaune ne va plus être visible en fait. C'est là que le point jaune, l'image du point jaune arrive en fait à l'endroit de la rétine où il y a le raccord avec le nerf optique. Ici c'est un schéma intéressant qui vous montre les trois types de vision en fait. Scotopique, mésopique et photopique. Donc en fait, la vision photopique, c'est quand il y a uniquement les cônes qui agissent, c'est quand on est dans des conditions de luminosité correcte, hein, éclairage par le soleil, par la lumière du jour, ou éclairage dans la maison. La vision scotopique, c'est quand la quantité de lumière qui éclaire la scène est vraiment très très peu présente. C'est typiquement l'éclairage avec les étoiles, la lumière des étoiles en fait. Et vous avez entre les deux la vision mésopique. Et alors pour la vision scotopique, donc quand il y a très peu de lumière, ce sont les bâtonnets qui sont les récepteurs de lumière. En conditions d'éclairage très faibles, ce sont les bâtonnets qui agissent. En conditions d'éclairage fortes, ce sont uniquement les cônes qui agissent. Bon, vu que les bâtonnets, il n'y en a qu'une seule sorte, vous ne voyez pas la couleur la nuit. En conditions d'éclairage faible, vous ne voyez pas les couleurs. Il n'y a qu'une seule sorte, donc on ne peut pas faire de triangulation. L'œil, le système visuel ne peut pas essayer de déterminer quelle est la longueur d'onde dominante dans la lumière qui arrive. Mais il n'y a qu'un seul type de bâtonnet. C'est pour ça qu'on dit la nuit, tous les chats sont gris. Et c'est bien connu aussi que pour les témoins, lors de scènes de crimes, etc., on ne peut pas vraiment faire confiance à leur témoignage en ce qui concerne la couleur si ça s'est passé la nuit.
Il y a des doutes. Bon, ça c'est un schéma qui montre qu'au bout d'un certain nombre de minutes placées dans la pénombre, on passe de la vision scotopique, que je revienne un peu ici, oui c'est marqué ici, on passe de la vision photopique à la vision scotopique en fait. Donc les cônes, au bout d'un certain nombre de minutes plongées dans l'obscurité, les cônes n'agissent plus et ce sont les bâtonnets qui prennent le relais. Vous savez très bien que quand vous arrivez d'un environnement lumineux à un environnement plus sombre, pendant un certain nombre de minutes, vous n'y voyez pas grand-chose en fait. Il y a un temps d'adaptation, bien c'est ça qui est montré ici. Ici, ce sont les courbes de sensibilité des cônes et des bâtonnets qui sont montrées. Voilà, encore un autre schéma qui montre ça. Voilà. Vision photopique, donc les bâtonnets. Vision en conditions d'éclairage faible. Et vision scotopique, ici. Et c'est quoi qu'on est en train de montrer ici? C'est que les cônes sont plutôt sensibles aux longueurs d'onde, principalement aux alentours de 550. Tandis que les bâtonnets, c'est plutôt aux alentours de 500. Bon, il y a un phénomène qui peut survenir à cause de ça. C'est pas très important, c'est anecdotique. C'est simplement le fait que, par exemple, vous avez, en lumière du jour, vous voyez une voiture rouge et une voiture bleue. Et on vous demande quelle est la plus lumineuse. Et vous vous dites, tiens, il n'y en a pas une qui est plus lumineuse que l'autre, simplement il y en a une qui est rouge et l'autre qui est bleue, mais au niveau intensité lumineuse, elles paraissent identiques. Par contre, les mêmes deux voitures rouge et bleu en vision nocturne, bien la voiture bleue va vous paraître plus lumineuse, tout simplement parce que les bâtonnets sont plus sensibles aux ondes courtes, et le bleu c'est les ondes courtes. C'est anecdotique, mais c'est intéressant, c'est un phénomène. Une fois que vous savez que ça existe, vous pourriez peut-être l'observer, c'est amusant de constater un peu comment l'œil fonctionne. Alors voilà les sensibilités des trois types de cônes qui sont montrés ici. L pour long, les ondes longues, M pour médium, les ondes moyennes, et S pour short, les ondes courtes. Donc ici, c'est la sensibilité des cônes qui sont spécialisés dans la réception des ondes courtes. Là, c'est les cônes spécialisés dans la réception des ondes moyennes, et ça, c'est pour les ondes longues. Donc, vous voyez, par rapport au schéma qu'on a montré tout à l'heure, quand on a parlé des encres d'imprimerie, on dit qu'on divise le spectre en trois grandes zones, court, moyen et long. Mais vous voyez qu'en réalité, les récepteurs de l'œil, les cônes, les récepteurs d'ondes longues et d'ondes moyennes, ils sont très semblables au niveau de leur sensibilité. Ceux sensibles aux ondes courtes, ils sont quand même assez bien différents des deux autres, mais ceux-là, ils sont assez semblables. Qu'est-ce qui fait la différence de sensibilité dans les trois types de cônes? C'est que c'est trois types de protéines différentes, en fait. C'est au niveau des protéines qui composent les cônes, ça rend leur sensibilité différente. Ah oui, alors, ce qu'on vient de voir ici, c'est un schéma qui a subi un logarithme de manière à rendre les courbes de sensibilité bien visibles. Mais en réalité, le vrai schéma, c'est celui-ci. Vous voyez le truc là? Ça, c'est la courbe de sensibilité des cônes sensibles aux ondes courtes. Donc les données ici n'ont pas subi de logarithme et donc on ne voit quasiment pas la courbe. Hein. Le logarithme, c'est une opération mathématique qui sert à rendre les choses un peu plus visibles au niveau des schémas. Donc on remarque que les cônes sensibles aux ondes courtes sont assez peu sensibles en fait. Ils sont sensibles aux ondes courtes par rapport aux autres, mais en plus ils sont peu sensibles. Je vous passe tout le détail. Voilà. Alors, on en revient à nos aberrations chromatiques. L'œil humain a une seule lentille, et donc il y a des aberrations chromatiques.
Alors, est-ce que... Oui, voilà. Donc, le schéma ici, si vous le voyez d'assez loin, comme ça, votre œil n'est pas assez performant pour arriver à voir que dans la forme de droite, elle n'est pas complètement remplie de jaune. La forme de droite n'est pas complètement remplie de jaune. C'est en s'approchant que finalement on va arriver à le voir. Et ça, c'est pour démontrer en fait que l'œil humain, au niveau de la captation des ondes courtes, ben, il n'est pas très bon en fait. Les cônes sensibles aux ondes courtes, sensibles au bleu, ne sont pas très bons. Et vous allez dire, mais il n'y a pas de bleu là-dedans. C'est vrai. Mais la différence entre le blanc et le jaune, c'est que dans le blanc, il y a des ondes courtes, dans le jaune, il n'y en a pas. Le jaune, ici, n'est composé que d'ondes moyennes et longues. Le blanc est composé d'ondes courtes, moyennes et longues. Donc la différence, ce sont les ondes courtes. Donc même si on ne voit pas de bleu ici, dans le schéma, il est vraiment prévu pour vous démontrer que l'œil humain n'est pas très sensible en ce qui concerne les ondes courtes. Ok. Ici, on vous parle de la chimie des cônes, qui est assez extraordinaire et rapide. Ici, on vous montre dans le schéma que ce que les cônes reçoivent, les signaux que les cônes reçoivent sont combinés. Ils ne sont pas envoyés tels quels au cerveau, ils sont d'abord combinés, et aussi les bâtonnets qui agissent dans une certaine mesure, dans un genre de signal qui ressemble assez bien à ce qu'on a en vidéo, un signal de différence de couleur. Ok, ce schéma ici montre pourquoi les bâtonnets sont performants en conditions d'éclairage faible. C'est parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus nombreux que les cônes sur la surface totale de la rétine. Des bâtonnets, il y en a beaucoup plus que des cônes, et c'est pour ça que c'est eux qui prennent le relais quand on est en conditions d'éclairage faible. Le schéma ici vous montre que contrairement à ce qu'on croit, les informations qui proviennent de l'œil gauche ne vont pas au cerveau gauche et les informations de l'œil droit ne vont pas au cerveau droit, ni inversement. En fait, les informations de chaque œil sont réparties sur les deux cerveaux, en fait. Les deux parties du cerveau. Alors il faut savoir aussi que les deux yeux ne perçoivent pas les couleurs et la lumière exactement de la même manière. Dans le monde du graphisme, c'est un phénomène assez connu parce qu'à un certain moment de votre parcours, vous allez remarquer ça. Donc il ne faut pas vous inquiéter, c'est tout à fait normal que si vous voyez une photo des couleurs, vous les voyez avec un œil et puis avec l'autre, vous avez des résultats différents. Ça ne veut pas dire que vous avez un œil qui est en train de crever. Ça veut simplement dire, c'est tout à fait normal, les deux yeux ne voient pas exactement de la même manière, mais la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, parce qu'il faut vraiment être dans le milieu du graphisme et être sensibilisé à la problématique de la couleur, et devenir un pro de la couleur, quoi, pour s'en rendre compte en fait. Enfin, couleur, ou même si vous travaillez en noir et blanc, vous allez voir peut-être une différence de luminosité entre vos deux yeux. Donc tout à fait normal. Ici, on vous montre sur le schéma qu'il y a différentes parties du cerveau qui sont spécialisées, et la partie du cerveau qui est spécialisée dans la vision, c'est celle qui se trouve à l'arrière du cerveau. Raison pour laquelle, quand vous recevez un coup derrière la tête, un coup de matraque, vous ne voyez plus rien en fait. C'est cette partie-là de la tête à l'arrière, c'est connu ça. Si on veut rendre aveugle temporairement quelqu'un, c'est à l'arrière, à cet endroit-là, qu'il faut taper. Ici, vous avez un schéma qui vous montre que ce sont des zones du cerveau qui sont activées, mais différemment, suivant qu'on voit les mots ou qu'on les entend. Ben, c'est un peu la même chose, hein. Ça démontre que quand on voit les mots, c'est la partie arrière du cerveau qui... Oui, là, par rapport au schéma précédent, le cerveau a été retourné gauche-droite. Hein. Donc, c'est la partie arrière du cerveau ici qui
est activée quand on voit des mots et quand on entend des mots. C'est la partie qui est spécialisée dans l'audition. Bon. Pourquoi des mots? Pour avoir le même type d'entrée, en fait, pour qu'on puisse comparer. Une schématisation plus simple que celle de tout à l'heure qui montre les différents pics de sensibilité des 3 types de cônes: onde longue, onde moyenne, onde courte, et les bâtonnets. Et donc ça, c'est un schéma qu'on a vu un peu différemment tout à l'heure. Alors ici, vous avez les courbes de sensibilité de l'œil humain qui sont montrées d'une certaine manière. OK. Et on vous a superposé ici les courbes de sensibilité sur ce deuxième schéma de l'œil humain apparaissent en pointillés. Et on vous a superposé les courbes de sensibilité d'un capteur de scanner. Alors il faut savoir que les scanners sont des appareils qui sont prévus pour capturer des pigments cyan, magenta et jaune. Et donc ils n'ont pas besoin d'être très performants, les scanners, au niveau de la manière dont ils capturent les couleurs. Alors, voilà, toujours en pointillé, les courbes de sensibilité de l'œil humain et en ligne pleine, les courbes de sensibilité d'un capteur d'appareil photo. Alors, par rapport au scanner, c'est quoi la différence? Je vous remonte le scanner ici. Scanner, appareil photo. Les courbes de sensibilité des appareils photo se chevauchent, c'est-à-dire que les photosites sensibles aux ondes courtes ont une certaine plage de sensibilité commune avec les photosites sensibles aux ondes moyennes et ceux sensibles aux ondes longues. Puisque dans un appareil photo, comme dans l'œil humain, vous avez 3 types de capteurs. En fait, le capteur d'un appareil photo est monochromatique, il ne capture que de la lumière. Mais par-dessus le capteur, il y a la grille de Bayer qui est mise et qui rend différemment sensibles les différentes parties du capteur. Ça vous dit quelque chose, ça, la grille de Bayer? Voilà. Devant, c'est ce qu'on voit bien ici. Vous avez le capteur de l'appareil photo qui est monochrome. Il ne capture pas la couleur, il n'est sensible qu'à la quantité de lumière. Et par-dessus, il y a des petits filtres couleurs qui sont mis. C'est la fameuse grille de Bayer. Voilà, avec 2 fois plus de vert que de bleu et rouge. Vous le voyez là. Parce qu'en fait, oui, l'œil humain, c'est surtout les ondes moyennes auxquelles il est sensible. Et donc, on essaie de reproduire ça dans les appareils. De rendre également les capteurs d'appareils photo plus performants en ce qui concerne la capture des ondes moyennes. Alors, pourquoi est-ce que je disais ça? Ah oui, ben oui, c'est pour revenir ici que les sensibilités des 3 types de capteurs, entre guillemets, de l'appareil photo, rouge, vert et bleu, ben, les sensibilités se chevauchent. Et en fait, au plus les sensibilités des 3 types de capteurs se chevauchent, au plus la capture de la couleur sera meilleure. C'est pour ça qu'un appareil photo, pour capturer des couleurs, est meilleur qu'un scanner. Le scanner est plus spécialisé dans la capture des pigments et l'appareil photo est plus polyvalent. Et alors ça nous amène à ceci. Non, ceci c'est encore autre chose. Ça c'est un type de capteur spécial avec une roue à filtre rouge, vert et bleu. Je ne vais pas en parler ici, mais les sensibilités se chevauchent énormément, donc c'est encore plus performant qu'un appareil photo numérique. Typiquement, c'est le genre de choses quand on veut faire des natures mortes et des photos de produits qui ne bougent pas en studio. En fait, on fait 3 photos en mettant un filtre rouge, vert et bleu pour les 3 photos et puis on combine le tout. Un filtre rouge, vert et bleu devant l'appareil. Mais ça ne se rencontre plus très souvent. C'était dans les années 90 qu'on voyait ça. Alors ici, vous avez la sensibilité d'un film hectachrome, donc un film diapo. Donc toujours en pointillé, les sensibilités de l'œil humain, pour avoir une comparaison. Et puis,
En ligne pleine, vous avez la sensibilité d'un film diapositive, un film Ektachrome. Et par rapport au capteur de l'appareil photo numérique, vous remarquez que ça se chevauche beaucoup moins. De 1, il y a beaucoup moins de parties communes entre les parties du film sensibles au vert, aux ondes moyennes et celles qui sont sensibles aux ondes courtes. Même chose ici, entre les moyennes et les longues. Et en plus, vous avez des sensibilités bizarres, là. Le film, pour les ondes courtes, est différemment sensible, c'est pas très cohérent. Ben oui, c'est parce qu'il y a des contraintes physiques pour le film. Alors, on pourrait se poser la question, tiens, qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui capture le mieux les couleurs? Un film diapo, un Ektachrome, ou un film, un capteur numérique comme celui-là? Je vais afficher les deux, là, voilà. Ça, c'est donc la sensibilité d'un film Ektachrome. Ça, c'est la sensibilité d'un capteur numérique. Eh bien, en fait, pour capturer les couleurs, il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire. L'appareil numérique est bien meilleur. Il est bien meilleur parce que vous n'avez pas, contre ce qu'on a dans le film ici, Ektachrome, des incohérences dues aux contraintes physiques du film, la construction du film. Vous avez sur le capteur de l'appareil photo numérique des zones de sensibilité qui se chevauchent beaucoup plus. Et donc ça, pour trouver les bonnes couleurs, les vraies couleurs de la réalité, les déduire, c'est beaucoup mieux. Et donc si vous posiez la question de savoir qu'est-ce qui capture mieux les couleurs, un film ou un appareil photo numérique, la réponse c'est l'appareil photo numérique. Voilà. Scientifiquement prouvé grâce aux courbes de sensibilité.